tous et bienvenue sur cette première vidéo de retour de lecture, une vidéo où je vais parler beaucoup de titres indés et un petit peu de Big Two aussi. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et puis à commenter, ça permet beaucoup d'échanger ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens aussi à préciser que ce week-end, normalement la vidéo devrait sortir lundi, voire mardi au pire du pire. Vous aurez le live anniversaire de la chaîne avec tous les copains qui sont passés dans l'émission, déjà forcément All Geek, Hadas et Isoka Parker que vous retrouverez aussi mercredi. Et on va avoir pas mal de petits cadeaux à offrir, des mugs d'encre et de bulles que vous attendez pour beaucoup. Il y en a une demi-douzaine à gagner, il y aura des comics, des floppy VO, des comics VO, des comics VF, et puis des jeux, des animations, et surtout, et c'est le plus important, ce live est ouvert aux dons, aussi bien sur la page Ko-fi que vous aurez en description, que sur la page, que sur les dons YouTube, pour aider l'association Personneige, qui est une association qui vient en aide aux personnes handicapées et qui me tient énormément à cœur. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir parler des titres qui vont être abordés aujourd'hui, alors notamment The One Hand and the Six Finger, qu'on a déjà plutôt évoqué sur la chaîne, mais moi je l'avais pas encore lu, ça va me permettre de vous donner un petit peu mon avis dessus. On va parler aussi de l'intégrale I Hate Fairyland de Scotty Young et de Scotty Young, tout simplement. On parlera de Gone de Jock, sorti chez Delcourt, on parlera des Tortues Ninja, les intégrales 4 et 5, et de Granville pour la partie indépendante. Côté Big Two, on parlera notamment de Poison Ivy Infinite, le tome 4, et de World's Finest, le tome 5, ainsi que le Daredevil de pas Chips Darsky, du tout de Saladin Ahmed. On commence donc avec One Hand and the Six Fingers. Alors, Isoka, Hadas, Lena ont pas arrêté de me vendre le titre, j'ai fini par y aller, et puis je suis un petit peu un pigeon, j'ai pris le coffret. Voilà, un coffret qui permet d'être rangé à peu près n'importe où dans cette bibliothèque, et ça c'est cool. On retrouve enfin, et j'espère que ce sera pas un coup d'essai, le format kiosque, où on a 2 séries dans un fascicule qui est vendu 8€ hors fourreau, donc c'est plutôt honnête, et ce serait pas mal qu'on ait à nouveau ces formats qui continuent à pulluler chez les éditeurs, ça ferait grand bien et ça permettrait peut-être de réengager de nouveaux lecteurs. Mais là n'est pas le sujet. One and Six Fingers, ça va parler on va se retrouver 800 ans dans le futur, alors que ça aurait pu être clairement 50, peut-être 200 ans dans le futur, ça aurait pas changé grand-chose. On va suivre pour The One Hand un détective à la retraite, mais pas vraiment un cold case, mais une affaire qui a essaimé énormément la carrière de ce détective, refait surface, où un tueur en série, tu poses une marque qui est sa main, plus des symboles contre ses victimes, et de voir ce nouveau cas se revenir à lui alors qu'il y a eu plusieurs arrestations avec des modes opératoires à peu près similaires, fait qu'il va ne pas vouloir prendre sa retraite et continuer à pourchasser son arch-némésis, si on peut dire. De l'autre côté, The Six Fingers va s'intéresser à un scientifique plutôt de renom, qui travaille pour pouvoir penser, de renom, non, mais qui a une belle carrière prometteuse devant lui, qui travaille au traitement de déchets radioactifs et toxiques de la ville, être contaminé et finir par vriller petit à petit. Et c'est très malin d'avoir d'une part l'histoire de Ramvi sur le détective et l'autre de Dan Waters sur le futur, le criminel en devenir, se croiser, du moins vivre leur histoire séparément pour potentiellement se croiser à l'avenir. Ce sera en 5 numéros, ça coûte 7,90€ par numéro hors fascicule, hors fourreau. On est à 14€ le fourreau plus le fascicule pour le premier achat. Et c'est vraiment très bien narré. On a aussi une mention spéciale qui sera faite aux coloristes, notamment, c'est le seul coloriste, c'est Lily Bridge, qui fait un travail incroyable, peut-être plus sur la partie Six Fingers, qui a un côté un petit peu Sean Murphy dans les dessins, un petit côté un peu plus cartoony, mais avec des dessins de Laurence Campbell tout à fait incroyables. Celui de Kumar étant sur un trait beaucoup plus adulte pour la partie de Ramvi.
Pas Isoka, Hadas avait évoqué un fort côté Blade Runner dans le titre. Et clairement, oui, on retrouve de cette ambiance, on retrouve de cette aura avec notamment des androïdes qui existent et qui partagent le quotidien des habitants de la ville. Et c'est vraiment, vraiment très prometteur, donc quelque chose que je recommande énormément et qui, alors certes, en France, faudra débourser 40 euros, mais sur 5 mois pour avoir le titre, alors que le TPBVO comprend pour 18 euros, vous avez les deux séries compilées. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à lire, qui permet d'avoir du comics à bas prix en plus, qui devient de plus en plus rare sur le sol national, et qui en plus, bah, si vous publicitez ce titre, permettra peut-être aux éditeurs de dire, tiens, si on revenait sur du format souple et du format périodique, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc One and a Six Singer qui est sorti chez Urban. Vous avez le deuxième fascicule qui sortira à la fin du mois de février et je vous encourage énormément à y aller. On change de registre totalement avec I Hate Fairyland. Pareil, un titre, alors une copine m'en avait parlé il y a quelques années, Isoka en a beaucoup parlé parce que il adore Scotty Young. Et en plus, c'est un titre complètement frappadingue où on suit Gertrude, la pauvre petite Gertrude qui, du haut de ses 5 ans, rêve énormément de vivre dans un monde de contes de fées, de parcourir un monde de contes de fées. Et son rêve va être exaucé. Et dans ce monde de contes de fées, l'enfant qui est amené doit trouver une clé, parcourir le monde et trouver cette clé pour rentrer chez lui. Sauf que Gertrude, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Elle va rester 27 ans enfermée dans ce monde sans pouvoir s'en échapper. Ça va devenir une psychopathe, une bourrine de toutes parts. Et ça va donner lieu à des situations très rocambolesques avec un Scotty Young qui se lâche complètement. Le titre est drôle, coloré. On a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, encore Jean-François Beaulieu à la colorisation. De toute façon, c'est le coloriste attitré de Scotty Young. Mais on est aussi Jason Young, visiblement. Et pour les dessins d'un chapitre en particulier, c'est Jeffrey Chambacruz qui va dessiner, mais dont le style ressemble trait pour trait à celui de Scotty Young. Gertrude, du coup, depuis 27 ans qu'elle est enfermée dans le monde de Fairyland, avec son compagnon, un espèce d'ange gardien, d'un cynisme crasse avec toutes ces années passées à côté d'elle, vont parcourir Fairyland de fond en comble pour trouver cette fameuse clé. Et, devenant de plus en plus bourrine, Gertrude finit par se faire des ennemis, notamment la reine, qui va essayer de trouver un moyen, qui va essayer de trouver par tous les moyens la façon de l'éjecter de Fairyland. C'est pas forcément le scénario le plus riche au monde, mais c'est défouloir, c'est une lecture fun où plusieurs fois je me serais pris à me marrer, et ça fait beaucoup de bien. Les éditions intégrales en plus sont de très très beaux formats. J'ai la deuxième qui est sur ma palle qui devrait être lue d'ici peu. Et franchement, c'est du bonheur de lire ça. Les dessins sont délicieux, Scotty Young s'y donnant un cœur joie aussi sur le côté beaucoup plus bourrin qui pourrait y paraître sur un monde de contes de fées. Et c'est là tout l'intérêt du titre, c'est ce contraste entre ce monde rose, bigarré, tout sucré, tout doux, et la brutalité crasse et sans vergogne de Gertrude, qui devient en plus au fur et à mesure des années quelqu'un de passablement alcoolique. Donc grosse recommandation encore que ce I Hate Fairyland. C'est paru il y a 2 intégrales à 31 € chez Urban Comics. La série continue aux États-Unis. D'ailleurs, on a Fluff Fairyland qui est la suite de I Hate Fairyland, dont le 3e tome est paru récemment, mais que j'ai pas encore lu. Et ça, je vous envoie aux issues de secours d'Isoka, qui en parle très régulièrement pour savoir ce que vaut la série. En restant sur des mondes qui peuvent faire penser à du conte de fées, alors là, on en est très loin. Un énorme coup de cœur chez Delirium avec Granville. Granville, ça nous raconte l'histoire de... Désolé, j'ai ma petite mascotte qui vient d'éternuer, vous l'avez peut-être entendu. Granville, ça raconte l'histoire d'Archie LeBrock, un blaireau qui est britannique et dont ça a toute son importance. Vu que le monde dans lequel on vit est une uchronie steampunk où Napoléon a conquis toute l'Europe, dont le Royaume-Uni. Il n'a pas eu cette défaite à Waterloo. Et du coup, le monde vit sous le joug des Français.
Brian Talbot est britannique, ce qui va expliquer un petit peu aussi le point de vue du récit. Archie Le Brock suit donc un tueur qui a tué 2 personnes sur le sol britannique, et cette recherche du tueur va l'amener à aller à Granville, qui est le surnom de Paris. On va y suivre toute une machination, et cette enquête policière de prime abord va aller beaucoup plus loin que la simple enquête de fond, vu qu'elle va prendre des atours très 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 politiques. Au point où l'empereur Napoléon XII, d'ailleurs, serait potentiellement mêlé. Au-delà de ça, c'est une œuvre qui a été écrite au tout début des années 2000, 2002 ou 2003, je devrais préparer un petit peu mieux les vidéos, ce serait plus facile, mais je crois que c'est 2009 pour la première édition, et qui fait fortement écho à la géopolitique du début des années 2000. Déjà, on a cette tour où un aéronef a explosé, tuant énormément de monde, qui a créé la haine du Britannique, de la perfide Albion, comme on dit si bien en France, de la part de l'Empire, et où des politiques jouent énormément sur ce traumatisme pour exacerber la haine de ces Britanniques, et avec un va-t-en-guerre assez conséquent du gouvernement pour aller casser du Britannique. Toute référence à une histoire qui se serait passée au tout début des années 2000 sur le sol américain serait pas tout à fait fortuite. Au-delà de ces références géopolitiques, il y en a une malgré tout qui m'a fait énormément mourir de rire, vu que le Premier ministre français s'appelle Jean-Marie Lapin, et c'est totalement assumé de la part de Brian Talbot. D'ailleurs, les notes de fin qui permettent d'annoter un petit peu toutes les références expriment complètement son point de vue quant à la famille Le Pen. Mais il y a aussi énormément de références à la pop culture. On croisera notamment Bécassine, mais on va croiser un junkie qui s'appelle Milou Snowdy, et qui va donner un dialogue tout à fait succulent pour les fans de Tintin avec Archie Le Brock et ce fameux Milou Snowdy. D'un point de vue des dessins, Brian Talbot, je connaissais pas, c'est très 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 dynamique, c'est vraiment, il alterne de façon brillante aussi bien les phases d'action, qui vont être presque totalement muettes, et les phases un petit peu plus verbeuses, mais qui vont pas être des phases verbeuses pour s'écouter parler à l'écrit, mais pour vraiment donner du corps au récit, cet aspect géopolitique. Et il explique que ça fait plus de 30 ans qu'il écrit en postface du tome, et on voit que c'est quelqu'un qui a une science de l'écriture qui est vraiment, vraiment folle. C'est un énorme coup de cœur. De toute façon, Delirium, plus ça va, plus ce que je lis chez eux sont de très bons titres, et ça fait ça fait plaisir à lire déjà, forcément, mais je ne peux que vous recommander de lire ce Granville, qui est une série en 4 tomes à l'heure actuelle, et dont les 3 autres tomes vont très vite arriver sur Napal, car c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et vous verrez, vous avez des dessins très dynamiques en début de récit, des choses un peu plus statiques, mais qui vont servir le récit. Puis vous avez un foisonnement de références à la fin du 19e siècle, début du 20e, comme Sarah Bernard, qui s'appelle Sarah Blaireau, et énormément de choses qui vont être de la culture populaire, ou de la culture dite un petit peu plus riche, notamment avec des opéras, avec tout un tas de choses, qui va vraiment, vraiment servir le récit. Un énorme coup de cœur, 22€, 160 pages de BD, enfin 160 pages pour le livre, 100 pages de BD, une soixantaine de pages de bonus et d'annotations. C'est pour un très grand format, on est sur un format franco-belge, je ne peux que fortement recommander. On passe du côté de Delcourt maintenant, avec Gone, le titre qui est sorti chez Distillery, scénarisé et dessiné par Joke. Un titre un petit peu compliqué, parce que le premier chapitre était tout à fait incroyable, où on suit deux castes, alors comme très souvent d'ailleurs, le rapprochement avec le début d'Alien Romulus est plutôt justifié, vu qu'on suit les très riches qui peuvent voyager dans l'espace et aller vivre d'autres vies, et la classe beaucoup plus populaire qui elle est coincée sur le satellite sur lequel ou la planète sur laquelle ils vivent, et travaille dans les bas-fonds de ce
énorme vaisseau paquebot qui lui va voguer à travers les étoiles et aller chercher une nouvelle vie. On va y suivre l'histoire d'une gamine du coup qui se retrouve à voler un petit peu à droite à gauche pour survivre et au cours de ses pérégrinations, va se retrouver à être coincé sur le paquebot au moment où le vaisseau paquebot, pardon, au moment où il va décoller. Et on va la voir vivre dans les tréfonds de ce paquebot, à devoir essayer de survivre entre les terroristes qui essayent de le prendre d'assaut et donner un petit peu plus de liberté et de vie un petit peu plus gratifiante au bas peuple, et l'armée, le service de garde du vaisseau paquebot qui lui veut s'en débarrasser. Et si le premier chapitre est très dense et donne envie d'en voir plus, le château de cartes, malheureusement, s'écroule un petit peu au fur et à mesure du récit, vu que Joke, en voulant donner du corps, de la vivacité, de l'action, du rythme à son récit, va nous apporter beaucoup de choses, et trop pour que ça ait une réelle importance et pour que la fin soit impactante. Une fin en plus que l'on voit venir, vu qu'on nous parle très vite de dilatation du temps entre le voyage dans l'espace et ce qui se passe sur la planète. C'est un petit peu dommage, ça partait très bien, le postulat était très bon, mais c'est un peu trop classique et un petit peu trop rushé pour que l'histoire prenne. Par contre, on reste sur des dessins absolument magnifiques. Pour qui aime le dessin de Joke, moi j'avais adoré sur son Batman Sombre Reflet. J'aime toujours autant sur un récit bien plus SF, et ça fait vraiment plaisir à lire. De l'indé, mais pas vraiment de l'indé, vu qu'on est sur de la licence, avec les tomes 4 et 5 des Tortues Ninja. Des tomes qui font, alors, ceux qui ont lu les tomes simples qui sont parus chez iComics, vont savoir de quoi je parle. On suit de plus en plus ce qui va amener au combat dantesque entre les tortues, Shredder et Krang, où d'une part, Krang cherche à terraformer la planète Terre pour créer une nouvelle Utrimon. Utrimon, oui, Utrimon, c'est ça. Sa dimension d'origine, où il s'entoure du Fugitoid et de Baxter Stockman pour faire arriver à ses fins. Et de l'autre côté, la lutte des tortues contre Shredder pour survivre et pour qu'il y ait une vengeance à travers les siècles, comme on a pu le voir. Le tome 4 sert grandement à nous amener à cette confrontation avec Krang, où on va suivre énormément l'avancée des choses, les liens qui vont se tisser entre les tortues et différents protagonistes. D'ailleurs, ce personnage secondaire qui est Alopex, que j'avais beaucoup aimé dès sa première apparition, et qui prend de plus en plus de place, devient vraiment intéressante, et de plus en plus importante, et ça fait plaisir à voir. On s'attarde aussi sur Gazette Jones et sa relation naissante, et les débuts de cette relation avec April O'Neil, et les liens qui vont tisser, et surtout sa relation avec son père qui est de plus en plus touchante, quand bien même elle ne finit absolument pas bien. Pour arriver vers le final dans le tome 5, où vous avez déjà la mini-série Lost in Time, qui est intéressante, mais qui, je pense, servira peut-être le récit plus tard. On a une espèce de flash-forward avec ce Lost in Time. Mais surtout les chapitres, alors que je vous donne les chapitres exacts, au lieu de dire des bêtises, les chapitres 38 à 44, qui sont toute la confrontation avec Krang et avec Shredder. On a deux combats menés en parallèle, et c'est vraiment intéressant. Je comprends énormément un G-Comics qui disait que c'était une des meilleures que c'était un des meilleurs récits super-héroïques des années 2010. Oui, avec peut-être les Avengers de Hickman quand même, faut pas déconner. On est sur quelque chose de prenant, on est sur quelque chose de bien écrit. Alors oui, ça reste des intégrales qui sont relativement chères, on est à 40€, 35 pour la 5e, la 6e est en cours de lecture, mais on est sur quelque chose de très bon d'un point de vue récit. Alors oui, iComics, on connaît sa politique tarifaire, il y en a qui seront un petit peu chagrins dessus. On va revenir malgré tout sur le petit impair, pour le nommer ainsi, qui est l'absence de la mini-série Tortue Ninja avec Ghostbusters. Vraiment, je l'ai lu et je l'ai fini ce matin, ce titre.
il n'y a aucun impact à ne pas avoir la série, la mini-série Ghostbusters, enfin Tortue Ninja Ghostbusters. Elle n'impacte absolument pas la série, donc franchement, qu'elle n'y soit pas, c'est pas très très grave. Côté Big Two maintenant, et peut-être le titre que j'ai le moins aimé de ce retour de lecture de cette fin janvier, début février, mi-février, pardon, Daredevil, où là, bah, moi je pense m'arrêter, je laisse une dernière chance avec le tome 3, mais si le tome 3 ne décolle pas, bah, j'arrête la série Daredevil, parce que bah, Saladin Ahmed ne fait pas beaucoup bouger les choses. On part sur le postulat, le statu quo qui avait été laissé par Chibzdarsky sur sa fin de run, pardon. Et bah on continue à suivre Matt Murdock en prêtre et qui se bat contre les péchés capitaux. Ça fait 2 tomes et ça fait 10 chapitres qu'on est sur les 7 péchés capitaux, que ça n'avance pas, que les choses stagnent stagnent complètement. Le peu d'avancée qu'on a n'est pas forcément réjouissant, donc un tome de plus et je continuerai. Enfin, j'arrêterai, mais si ça ne bouge pas, ce sera un arrêt pour ce run, en tout cas, sur la série Daredevil, sauf si on me dit que c'est très bien. Mais j'en doute un petit peu, vu que les retours sur ceux qui le lisent en VO vont un peu dans ce sens. C'est dommage, parce que Aaron Kuder fait du très bon travail. Je vous mettrai quelques planches d'illustration, comme d'habitude. Mais ça ne suffit absolument pas à en faire un bon titre, hein. Un bon dessin ça ne suffit pas pour moi. Faudrait que le scénario soit un petit peu plus dense, un petit peu plus étoffé. Et là, pour le coup, je n'y trouve pas mon compte. Donc, un 3e tome de test, mais j'ai peur que ce soit l'arrêt pour la série pour moi. Chose beaucoup plus réjouissante avec Batman Superman World's Finest, le tome 5, avec... Alors là, on est sur un tome qui ne fait pas beaucoup avancer les choses, mais qui reste ultra fun, vu qu'on va se retrouver avec les imps, ces petits êtres de la 5e dimension dont Monsieur Mixis explique, et me forcez pas à le redire, hein, c'est assez compliqué de donner un nom avec que des consonnes, et le Batmite sont les fiers représentants. Et suite à un personnage qui tue tous ces imps dans la 5e dimension, ils vont se réfugier sur la dimension de nos héros pour essayer de trouver de l'aide et trouver un moyen de le vaincre. Ça va permettre à Mark Waid de s'amuser énormément entre les différentes dimensions, la 3e, 4e, 5e et 6e dimension qui est nouvellement créée, et de donner des choses assez succulentes, assez fun, assez drôles. C'est une lecture doudou, c'est une lecture popcorn, qui fait du bien cependant après les tomes précédents où on revenait sur le monde de Kingdom Come. Et là, on est sur quelque chose de très fun, que je recommande énormément. Et puis, de toute façon, Dan Mora, hein, je pense qu'on est tous assez unanimes pour dire que c'est un maître de cette décennie du dessin. Il fait des choses vraiment incroyables. Donc voilà, c'est une série que j'aime lire, que je continuerai de lire et que j'ai hâte que le 6e tome arrive. Hein. Je sais plus si la série continue en VO. Si elle continue en VO en plus, donc on arrive sur un 36, enfin à peu près un 40e numéro. Série au long cours chez DC qui fait plaisir et qui devenait assez rare chez les Big Two d'ailleurs. Donc vraiment gros coup de cœur et lisez World's Finest, c'est fun. Cherchez pas quelque chose qui va vous apporter une intrigue au long cours complètement folle, mais plutôt une lecture relaxante qui fait du bien. Dernier titre, et on est déjà à presque une demi-heure de vidéo, donc c'est plutôt pas mal, c'est Poison Ivy Infinite Tome 4. Poison Ivy, j'avais été séduit par la proposition qu'on avait fait J. Willow Wilson dans le one-shot avec Something qu'on avait chroniqué dans un encré de bulle de la fin d'année 2024. Et ce one-shot m'a donné envie de lire la série. Quel grand bien m'en a fait. Et je comprends la politique de DC aux États-Unis pour ce titre, qui à la base était une mini-série en 6, puis en 12, puis est devenue une ongoing, parce que on est sur quelque chose de très qualitatif. J'avais un petit peu peur, parce que suivre une série sur des antagonistes a fortiori dans le monde de Batman, c'est pas forcément quelque chose qui m'enchante de prime abord, mais là c'est assez intelligemment mené. On reste sur une Poison Ivy qui n'est pas une personne foncièrement bonne, mais qui a assez d'intérêt d'intérêt et de zone de zone de gris plutôt pour qu'on veuille suivre ses aventures. On va suivre déjà sa lutte contre Jason Woodrue,
qui est sa némésis et son créateur, et puis une personne dont on a été très proche. Et avec ce tome 4, on conclut complètement cet arc de Jason O'Drew et de cet arc fongique qui a duré 4 tomes, où on suit dès le début du tome les conséquences de ce qu'avait fait Tom King sur le titre, si je dis pas de bêtises, enfin Tom King sur le personnage. H.G. Wilson aura mis 4 tomes à continuer et clôturer cette histoire, et de façon très brillante, en nous apportant un cast de personnages vraiment attachants, notamment Janet DRH, des ressources humaines, qui est un personnage fun et fort. On nous amène une Harley Quinn. Alors Harley Quinn, j'ai pas une détestation, mais presque du personnage, à force de le voir partout. Et là, elle est attachante, intéressante et touchante, tout en gardant ce côté très loufoque. Donc voilà, non, c'est un titre que je recommande énormément. Et puis Marcio Takara, alors même s'il n'est pas toujours régulier, et ce qui est bien dommage, livre des planches de toute beauté. Et c'est un plaisir pour la rétine de suivre ses aventures. Donc un 4e tome que je recommande, le 5e, alors il n'est pas encore annoncé, mais il arriverait incessamment sous peu, et je crois avec ce one-shot, avec Something, qui sera dessiné par Mike Perkins, excusez du peu. Voilà, une série fortement recommandée. On est chez Urban, on est autour de 20€ le tome, et c'est vraiment, vraiment quelque chose que je recommande vivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des titres présentés, si ça vous a donné envie de les lire, si vous les avez lus, qu'on échange dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et puis on se retrouve déjà tous les mercredis pour d'encre et de bulle, le week-end prochain pour 2 lives spéciaux, un à 21h le samedi, un autre à 16h le dimanche, avec des cadeaux à gagner, n'oubliez pas. Et puis on se retrouve tout début mars pour la vidéo achat du mois de mars. Salut, salut!